Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Allez, le débat commence. Et avec vous, 0826 300 300 et nos débatteurs du jour. On est ravis d'accueillir Lucas Véran qui est avec nous. Bonjour Lucas. Bonjour Christine. Étudiant et adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. Avec nous également Kevin Bossuet. Bonjour Kevin. Bonjour. Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. 9e rentrée des classes. 9e rentrée des classes, voilà. Incessamment sous peu, comme on dit. C'est une routine. Et Yves Damecourt qui est avec nous également. Bonjour Yves. Bonjour. Porte-parole du mouvement de la ruralité. Alors on va s'intéresser au carton de l'été. C'est 23 millions de passagers pour la SNCF. C'est un record absolu. Jamais elle n'avait transporté autant de voyageurs, même avant le Covid. Et elle a des ambitions. Alors est-ce que c'est logique? Est-ce qu'elle peut mieux faire? Quelles sont les améliorations à apporter? On a beaucoup parlé de ce train dans lequel il y avait des cafards. Mais est-ce que c'est la seule raison aujourd'hui à invoquer quand on parle du train? Est-ce qu'il y a la question du prix? Est-ce que son concurrent c'est la voiture ou l'avion ou les deux? Voilà le premier sujet qu'on va évoquer avec vous dans un instant. La réforme de l'allocation des allocations chômage. Faut-il durcir l'accès en fonction des conditions du marché du travail? Autrement dit, quand ça va bien, eh bien on durcit, et quand la situation se renverse, se retourne, on facilite l'allocation. Et puis une commission d'historiens français et algériens, c'est la proposition faite hier de son arrivée en Algérie par Emmanuel Macron. Décision saluée par Alger. Est-ce que c'est le début de la réconciliation véritable et durable? On en parle également. Allez, on commence avec nos coups de cœur et coups de gueule de l'actualité. Prime à la jeunesse, Lucas. Coup de gueule, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que Christine, vous l'avez bien vu, on en discute depuis hier avec cette phrase d'Emmanuel Macron, du président de la République, sur cette fin de l'abondance et cette rentrée dans l'insouciance. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé, et sur lequel on n'est pas trop revenu au-delà des questions de rareté en matière de ressources énergétiques. C'est la question, et c'est d'ailleurs sa clé d'entrée sur cette phrase, c'est la fin d'un monde de liquidité sans coût. En effet, on l'a tous vu, hein, la charge de la dette s'intensifie, les taux d'intérêt passent de 35 milliards à 50 milliards, et la pente est vraiment ascendante de ce point de vue-là. Et je suis un peu surpris parce qu'il décrit effectivement cette grande bascule, ce grand bouleversement, en ayant l'impression que finalement on eût été incapable de l'anticiper. Or, effectivement, avec une dette publique qui s'élève à près de 114% du PIB et qui atteint les près de 3 milliards de montants, on eût pu se douter qu'à un moment, malheureusement, ça allait avoir un vrai effet de choc sur nos finances publiques et sur les marges de manœuvre que l'on peut avoir pour financer nos politiques publiques. Donc, je regrette un peu ce manque d'anticipation sur les finances publiques. Et encore une fois, on a l'impression que les sujets s'accumulent avec à chaque fois beaucoup de priorités et beaucoup de moyens à mobiliser, mais que malheureusement, sans jamais adresser ce sujet de la dette publique et des finances publiques, on se coupera de toute réflexion à long terme sur le bon usage de l'argent public et le bon moyen d'investir là où c'est nécessaire. Ouais, mais ça veut dire quoi, Lucas? C'est qu'on a trop aidé tout le monde pendant la période du Covid. On était tous très, très contents, hein, de pouvoir passer cette période sans trop de dégâts. Si on s'est tous un peu baladés pour certains en Europe ou ailleurs, on s'est bien rendu compte que tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne pendant la période. Donc il faut bien, à un moment donné, s'apercevoir de pourquoi on a dépensé de l'argent public. Tout à fait, vous avez raison. Mais je pense qu'il y a deux choses à distinguer dans ce que vous dites. Il y a effectivement ce qui a trait à la relance d'une économie dans un contexte de crise. Ça, effectivement, la puissance publique, elle peut avoir ce rôle-là, effectivement, de soutenir dans des temps difficiles l'ensemble des acteurs économiques, des plus vulnérables. Ça, il n'y a pas de sujet. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous regardez la dépense publique, la France est le premier pays de l'OCDE avec près de 37% de dépenses sociales rapportées au PIB. Ça n'a nulle comparaison dans l'ensemble des pays de l'OCDE. On concentre près de 15% des dépenses sociales pour une population de 2%, la population mondiale. Donc à un moment donné, effectivement, je pense qu'il faut avoir le courage d'adresser les sujets et de réfléchir en comparaison avec nos pays, avec les autres pays sur lesquels il n'y a pas une bérésina, sur lequel c'est pas l'enfer sur terre. Il faut avoir ce courage de réfléchir
à quoi sert la dépense publique? Est-ce que la dépense publique, elle sert à effectivement sécuriser nos fonctions régaliennes, à redonner de la dignité à nos professeurs pour qu'ils puissent faire rayonner la France et les générations futures, à investir dans des moyens d'aborder la transition environnementale, ou alors à être dans des dépenses de fonctionnement qui finalement enquistent le pays et qui peut-être n'arrivent pas à redonner un élan. Qui veut réagir Kevin? Oui, non, bien. Oui. Alors, on va faire le tour de table. Kevin et Yves ensuite. Non, moi je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Lucas Véran. Moi, ce qui me choque au niveau de la dette, c'est véritablement le déclassement de la France. La France est le 5e pays le plus endetté de l'Union européenne. On rejoint très clairement les pays du Sud, le Portugal, l'Italie, la Grèce. Mais est-ce que vous vous rendez compte du déclassement? Et surtout, on ne pense pas aux générations futures. On a quand même plusieurs générations qui ont beaucoup dépensé. Et on est en train de détruire, on est en train de demander finalement aux générations qui vont arriver, finalement, de rembourser cette dette. À un moment donné, il faut faire attention à nos dépenses sociales, c'est évident. Je pense que dans ce pays, il y a une forme de culture de l'assistanat. Il faut renouer avec la culture du travail et même au sein de la fonction publique. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie et cela ne me choquerait pas qu'on me demande de travailler plus pour gagner plus. Il faut véritablement avoir une conscience de ce qui est en train de devenir ce pays, un pays endetté, un pays en faillite, et si on ne se met pas tous derrière le président de la République autour de cette grande cause, finalement, on finira par un déclassement qui sera fatal. Yves, votre avis? Mon avis, c'est que cette question, elle est en suspens depuis très longtemps. Je me souviens des paroles de François Fillon, Premier ministre, qui en Corse avait dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Quelques années plus tard, Valérie Pécresse, ministre du Budget, était la seule ministre depuis 30 ans qui ait fait réduire les dépenses de l'État dans le budget de l'État. Depuis, en fait, tout ça augmente chaque année et on dépense à feu d'argent. On n'a jamais eu autant de fonctions publiques et aussi peu de services publics. Parce que ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que les services publics ferment partout, mais on n'a jamais eu autant de fonctionnaires qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ferme des lits dans les hôpitaux, mais on ouvre des bureaux. Il y a une bureaucratie qui aujourd'hui est en train de phagocyter les services publics. Et donc, on a besoin d'instituteurs, on a besoin de chauffeurs pour conduire les bus scolaires. C'est incroyable, on ne trouve pas de chauffeurs pour conduire les bus scolaires, mais à côté de ça, on a énormément de gens qui touchent les minima sociaux et on a beaucoup de chômeurs. Donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut revaloriser le travail, diminuer les revenus de l'assistanat, faire les réformes qu'avait fait Gerhard Schröder dans les années 2000 en Allemagne, c'est-à-dire mettre la priorité pour les aides sociales aux gens qui travaillent. Et à ce moment-là, on va renverser la mécanique. La dette publique qui s'alourdit aussi avec le poids de l'inflation, hein, et c'est pas rien. Oui, mais hein, c'est 12%. l'inflation, oui, mais d'où vient l'inflation? Du poids. L'inflation, elle vient du fait qu'on a fait tourner la planche à billets depuis 5 ans. Donc mais l'inflation, c'est pas... il y a eu une crise Covid quand même, Yves. Hein, il y a eu une crise Covid. Oui, mais on a l'air de l'oublier, mais on a quand même donné quelques menus monnaies. Si vous regardez le budget de l'État, les dépenses ont augmenté bien avant la crise Covid. Et en fait, les promesses d'Emmanuel Macron de réduire la charge de l'État, elles n'ont jamais été couronnées de succès. J'ai une question, Yves, Kevin et Lucas. Vous parlez de la dette publique et de faire un effort. Dans quel service, dans quelle administration on fait des efforts, on économise? Mais moi, je vais vous le dire, on fait des efforts dans la bureaucratie. L'école, la sécurité. Non. Mais dans toutes les administrations, on supprime des bureaux. On manque d'instituteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de professeurs qui ne voient jamais un élève. On manque de médecins. On a beaucoup de médecins aujourd'hui qui ne voient jamais un patient parce qu'ils sont dans la bureaucratie. Il faut, quand il y a eu la crise Covid dont vous parliez, il y a un rapport de l'OCDE qui était sorti et qui comparait le système hospitalier allemand et le système hospitalier français et qui montrait qu'en Allemagne, 25% des effectifs étaient liés à l'administration. En France, c'est 33%. Ces 8% d'écart, on les retrouve dans toutes les administrations françaises. 8% de la fonction publique, c'est 500 000 agents de la fonction publique qu'on peut sortir de la bureaucratie et redéployer sur les territoires. Lucas. Et par ailleurs, Lucas. Moi, je ne pense pas qu'il faille raisonner où est-ce qu'on peut couper au niveau des administrations, parce que les administrations, le plus souvent, c'est effectivement la présence de la dette publique, c'est l'État. Donc, dans quel service de l'État vous faites des coûts pour pouvoir réduire la dette publique? Une partie, en tous les cas. Je sais pas. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que vous regardez, c'est vraiment une singularité française, hein, qui n'a nul pareil quand vous prenez vraiment une comparaison à l'échelle internationale du volume des dépenses sociales. Et je pense qu'on doit avoir une réflexion
sur la destination et l'utilité de certaines dépenses sociales. Est-ce que c'est des dépenses, si vous voulez, préventives qui permettent de prévenir les problèmes? Est-ce que ce sont des dépenses curatives qui permettent de résoudre les problèmes? Ou alors ce sont juste des dépenses sociales palliatives qui finalement ne permettent pas aux gens de se sortir dans les conditions qui les ont amenés à bénéficier des minima sociaux? Je pense qu'il faut avoir le courage d'adresser cette question-là. Et parallèlement, on a, et je rejoins totalement Yves sur ce qui était dit, on a des dépenses de fonctionnement qui sont trop importantes. Aujourd'hui, en France, l'investissement public, c'est-à-dire l'investissement, c'est ce qui bénéficie aux générations futures. C'est-à-dire, vous avez beau vous endetter, si c'est pour finalement avoir un retour sur investissement quelques années plus tard, il n'y a aucune difficulté à part entière avec la question de la dette. Mais aujourd'hui, on finance les dépenses de fonctionnement par de la dette. Et ça, c'est dramatique. Donc, il faut effectivement réduire le poids des échelons opérationnels au sein des administrations et plus généralement renverser la tendance, c'est-à-dire passer d'une logique, comme c'est le cas en collectivité territoriale. Yves a été élu local et je le suis également à Neuilly. On n'a pas le droit de s'endetter sur les dépenses de fonctionnement. Donc, on s'endette uniquement pour des projets d'investissement qui vont rapporter sur le long terme. Eh ben, on va en parler. Je vais vous donner. On n'a plus le temps, Yves. Désolé. Ah, mais c'est dommage. J'avais un exemple très concret. Allez-y, en deux phrases. Aujourd'hui, les collectivités locales, elles ne payent pas avec une carte bleue ou un virement. Elles signent des mandats et quand elles reçoivent des recettes, elles doivent signer des titres. La gestion des mandats et des titres en France, c'est 70 000 fonctionnaires. 70 000 fonctionnaires. Si on passe aux moyens de paiement modernes, la carte bleue, le chèque, le virement, eh bien, tout ce processus-là, qui n'a aucun impact sur le service public, honnêtement, eh bien, on peut faire des progrès énormes. Allez, la simplification administrative pour pouvoir réduire la dette, c'est une des propositions d'un de nos débatteurs, Yves Damecourt, Kevin Bossuet et Lucas Véran. À propos d'investissement, l'État a promis 100 milliards d'euros pour la SNCF et la SNCF qui a cartonné cet été. Tiens donc, on va s'intéresser à ce sujet. Avez-vous pris le train? Racontez-nous, 0826 300 300, votre expérience à bord d'un TER ou d'un TGV Ouigo. Ça nous intéresse de comprendre pourquoi les Français se sont rués sur notre bonne vieille SNCF. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Allez, vous nous appelez 0826 300 300. On est en compagnie de Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Yves Damecourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. On en était au coup de cœur et au coup de gueule de nos débatteurs. Alors, après Lucas et la dette publique, Kevin. Oui. Coup de cœur ou coup de gueule? Un coup de gueule contre cette haine anti-riche et cette haine anti-patron qui gangrène la France. Cet été, j'ai regardé ce qui se passait un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai été très énervé de voir cette polémique autour des patrons qui utilisaient plusieurs fois dans la journée des jets privés, comme on disait que c'était pour des soucis écologiques, mais ça cachait évidemment une haine des riches, une haine des puissants, une haine des patrons, parce que moi j'estime qu'un grand patron, vu les responsabilités, a peut-être besoin d'aller à un moment donné à Milan, 2 heures après de se retrouver à Londres et 2 heures après de se retrouver à Paris. Et ça, je trouve que c'est caractéristique de notre pays, finalement, toujours cette haine des gens qui réussissent, cette haine de la méritocratie. Les Français ont quand même cette mentalité, c'est-à-dire au lieu de chercher à égaler ceux qui ont réussi, voire à essayer de les dépasser, ils sont sans arrêt en train de les jalouser. C'est quelque chose qui n'est pas possible et on l'a vu encore pendant la crise des Gilets jaunes, où on s'en prenait aux riches, les riches sont des salauds, où on s'en prenait aux beaux quartiers. On l'a vu également lors de l'incendie de Notre-Dame, où vous avez quand même des grands patrons qui ont aidé à financer la reconstruction de Notre-Dame et on disait de toute manière c'est défiscalisé, donc etc. etc. Moi je trouve que vraiment ce pays va très mal parce qu'on est dans une culture de l'assistanat et je pointe aussi l'école de la République et notamment les enseignants qui sont souvent dans l'idéologie gauchiste, qui n'apprennent plus le goût de l'effort et du mérite, qui sont dans le nivellement par le bas, qui sont dans l'égalitarisme et qui sont plus finalement dans l'excellence et dans l'émulation. Donc à un moment donné, je trouve
trouve que nos riches font fonctionner l'économie, ils créent des millions d'emplois, donc arrêtons avec cette lutte des classes qui n'a aucun sens. Et quand j'entends cette extrême gauche ventripotente qui nous raconte qu'il faut faire la guerre aux riches alors que cette extrême gauche utilise les plus pauvres pour se faire, entre guillemets, je vais être vulgaire, les couilles en or, moi ça me fait bien rigoler. Donc arrêtons avec cette lutte de classe, respectons tout le monde, les riches comme les pauvres. Voilà, le coup de gueule de Kevin Bossuet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Lucas, Yves? Moi, je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Kevin. Enfin, tout ça, c'est hallucinant. Bernard Arnault, je crois qu'il a 176 000 personnes qui travaillent dans son groupe dans le monde. Et donc, quand on explique que son empreinte carbone est désastreuse, etc., enfin, tout ça, c'est hallucinant. Il faut arrêter tout ça. Il faut respecter les gens qui créent de la valeur, les gens qui créent des emplois. On a besoin aujourd'hui de gens qui créent de l'emploi. On va en parler après. Donc, arrêtons de vilipender les gens qui sont des entrepreneurs. On a besoin d'entrepreneurs. Est-ce que, Lucas, c'est la faute des profs si on n'aime pas les riches? Non, comme le dit Kevin, il est provoquant. Non, mais il y a deux sujets. Je pense que effectivement, culturellement, c'est un vieux sujet quand même en France. La France est un pays effectivement qui culturellement a sans doute un problème avec ces entrepreneurs qui font succès. Bien ça, sûr. j'ai pas de sujet. En revanche, pour apporter un élément de nuance, moi, je trouve qu'il est sain. Mais effectivement, pas sur le registre de l'émotion et du procès d'intention, mais qu'on interroge l'empreinte carbone lorsque, finalement, elle n'est pas nécessaire. Je veux dire, Kevin décrivait assez bien si pour ses impératifs business, Bernard Arnault a besoin de se déplacer à 3 reprises au cours d'une journée, ça s'entend. Néanmoins, si on se rend compte qu'il y a un abus au niveau des voyages et que cela sort du cadre strictement business, on peut légitimement s'interroger parce qu'effectivement, l'utilisation de ces moyens de transport génère une empreinte carbone qui est très importante. Donc, ne jamais critiquer et faire des procès d'intention à ces gens qui créent énormément de valeur, ça je suis entièrement d'accord, mais ne pas non plus se soustraire à l'exigence qu'impose la période et justement la rareté de plus en plus manifeste des ressources énergétiques. On doit interroger, mais pas seulement Bernard Arnault ou Vincent Bolloré, on doit tous s'interroger sur la manière dont on conduit, dont on pilote notre empreinte carbone. Les jets privés, le dossier, le débat est d'ailleurs international, puisque plusieurs sites qui tracent et qui traquent comme ça les jets privés s'intéressent beaucoup au déplacement des stars américaines aussi de ce côté-là, et le sujet est arrivé chez nous en France. On déroule les coups de cœur et les coups de gueule. Alors Yves, un coup de cœur ou un coup de cœur, je crois? Moi, c'est un coup de cœur pour un livre que j'ai relu cet été, qui est un livre de Francis Wolff, le philosophe, qui est prof à la rue d'Ulm, qui s'appelle « 3 utopies contemporaines ». Vous savez, quelquefois, quand ça part à volo dans tous les sens, on a besoin de recadrer un certain nombre de choses et d'avoir des clés de compréhension des sujets du moment. Et ce livre est vraiment un livre formidable, facile à lire. En fait, les 3 utopies dont parle Francis Wolff, c'est l'animalisme d'un côté, et donc tous les courants que l'on voit fleurir aujourd'hui un petit peu, le véganisme, les anti-chasses, les gens qui veulent que l'homme soit un animal comme les autres. Le transhumanisme de l'autre côté, et on voit aussi ce que ça veut dire, des gens qui se prennent pour Dieu et qui pensent qu'on peut aller au-delà de ce qui est capable de faire la nature. Et donc le débat récent sur les affiches du planning familial. Et puis entre les deux, un humanisme résolu, et c'est celui que nous, au mouvement de la ruralité, on souhaite embrasser, remettre l'homme à sa place dans la société et lui faire réaliser les défis du moment, le défi écologique, le défi du climat, le défi économique, le défi de la pauvreté. Voilà. Et donc ce livre est vraiment très utile et j'en conseille la lecture aux gens qui ont un peu de temps. C'est vite lu, c'est pas un gros livre. Voilà, donc le conseil lecture d'Yves Damecourt avec ces 3 utopies contemporaines de livre de Francis Wolff pour ceux que ça intéresse. Allez, on s'intéresse nous à notre SNCF. La SNCF qui a cartonné cet été, c'est un dossier de nos confrères du Parisien qui nous apprend donc que 23 millions de passagers sont donc montés dans un TER, un Ouigo, un TGV, un grande ligne, un train de nuit. Voilà, 10% de plus qu'en 2019
19 avant Covid. Hausse également de plus de 15% pour les trains express régionaux. Alors, 15 000 trains en circulation. La SNCF avait fait le pari de quasiment mettre tous les trains en service pour aider les Français et les touristes à se déplacer. 15 000 trains en circulation. 14 000 d'ailleurs sont des trains dits du quotidien. Donc, on voit bien le ratio qui est important. Et nous, on s'interroge sur ce succès cet été. Qui a pris le train parmi vous une fois? Moi, j'ai pris le train, mais à l'étranger. Donc. Oui, non mais voilà. Oui, Lucas. Oui, j'ai pris le train à plusieurs reprises pour me rendre sur la côte basse. Sur la côte basse, oui. Non, une fois avec plus de 30 minutes de retard. Plus de 30 minutes, c'est rien. C'est rien. Mais bon. Non, mais bien sûr. On va trouver mieux si vous voulez bien, Lucas. Non, mais effectivement, Et alors, vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de monde. Enfin, moi, autour de moi, les gens disaient mais il n'y a plus de place, les trains sont complets, c'est bondé. Des gens qui prenaient le train d'habitude en journée se sont rabattus sur le train de nuit depuis, sont des adeptes du train de nuit. Pour ceux qui habitent en province comme moi, effectivement, c'est une solution aujourd'hui qui a l'air de fonctionner. Moi, le constat que j'en ai tiré sur les réservations que j'en ai faites, c'est qu'effectivement, il m'est arrivé de devoir faire des réservations seulement quelques jours avant mon départ. Et il y avait énormément d'itinéraires qui étaient déjà complets. Donc, effectivement, ça interroge les capacités parce que si l'on n'a pas une faculté d'anticipation et de prévoyance quelques semaines, si ce n'est parfois quelques mois à l'avance, à la fois au niveau des tarifs, mais même au niveau de la disponibilité des places au sein des wagons, on peut se retrouver un peu en situation de difficulté. Donc voilà, c'est effectivement un point d'alerte que chacun doit avoir. Yves, pour le monde rural, il y a quand même des dossiers. C'est les gares, les petites lignes qu'il faut soutenir à bout de bras. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a une ligne qui va réouvrir lundi. Ça fait un demi-siècle qu'elle ne fonctionne pas. Ça va se passer entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes, dans le Gard. Ça fait un demi-siècle qu'elle n'a pas fonctionné. Et grâce à la mobilisation de tout le monde, cette ligne TER va refonctionner. Donc c'est important parce que depuis un demi-siècle, aucun train n'avait circulé sur cette ligne régionale, très départementale même. Yves, qu'est-ce que vous en pensez de ce succès? En demi-teinte, malgré tout, il y a des efforts à faire. Qu'est-ce que vous dites? Il y a beaucoup d'efforts à faire sur les trains du quotidien. Il y a beaucoup d'efforts à faire justement sur ces lignes qui ont été abandonnées par la SNCF. Alors la ligne entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes, c'en est une, et c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont travailler sur Nîmes. Il faut faire le lien entre les bassins de vie et les bassins d'emploi. En Gironde, on a la ligne Blaye-Saint-Marien, ce qu'on aimerait remettre en route pour permettre aux gens du Blayais de rejoindre Bordeaux pour aller travailler, parce qu'aujourd'hui, rejoindre Bordeaux en voévidemment, il faut se lever à 5h du matin si on veut être à 9h au boulot. Ces fameux trains RER, ces RER régionaux, il y a évidemment sur Paris, mais en province, c'est plus complexe, ces petits trains. C'est très complexe. Et en fait, on a besoin de RER. On a besoin de transformer les TER en RER, c'est-à-dire qu'ils soient cadencés le matin et le soir. Entre le Lot-et-Garonne et la Gironde, entre les Charentes-Maritimes et la Gironde, entre la Dordogne et la Gironde, entre les bassins de vie et les bassins d'emploi. On s'aperçoit aujourd'hui que les croissants de pauvreté sont là où on a des problèmes d'accessibilité, notamment au train. L'accessibilité, on va en parler dans un instant. On va au standard de Sud Radio rejoindre Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour Christine. Bonjour, vous appelez de Seine-Saint-Denis. Vous avez une expérience très particulière, vous justement avec le train. Vous allez nous en parler dans un instant, si vous le voulez bien. On va s'arrêter. Vous ne bougez pas, on fait une pause et on vous retrouve juste après, Hakim. Ne bougez pas, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. En compagnie d'Yves Damecourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, et Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. Alors, est-ce que la SNCF va être capable aussi de continuer sur sa lancée, puisque on apprend aussi qu'elle a également des ambitions et des problèmes de recrutement. Alors, le président des SNCF Voyageurs, le directeur des SNCF Voyageurs qui est interrogé dans les colonnes du Parisien, dit effectivement qu'il va y avoir des besoins en matière de recrutement. La SNCF s'apprête à recruter 5000 nouveaux collaborateurs, mais du côté des syndicats de la SNCF, on dit oui, mais chiche, mais vraiment il va falloir faire un effort et rapidement, et
également sur les salaires, avec une grève qui est prévue pour la rentrée, donc conflit social en vue. C'est ça la difficulté de la SNCF pour être un succès durable. Le climat social toujours un tout petit peu compliqué, peut-être. Qui veut répondre à ça ? Lucas ? Oui, moi je pense que le climat social n'explique pas les difficultés de train en France. Je pense qu'il y a eu une sous-capacité d'investissement, et ça revient un peu au sujet de la dette publique, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé justement les questions d'aménagement du territoire et plus généralement le bon maillage. Rendez-vous compte à la fois sur le transport de voyageurs, mais encore plus sur le transport de marchandises. Sur le transport de marchandises, je vous donne un chiffre. L'on a envie de passer, effectivement, de doubler la part modale, c'est-à-dire le nombre de marchandises qui sont transportées par train et non pas par avion ou par voiture. On a envie de la doubler de 9 à 18%. C'est l'État qui fixe cet objectif d'ici 2030. Ça suppose des investissements absolument massifs. Dans le réseau, les gestionnaires d'infrastructures vous le disent, et c'est ce qui explique parfois aussi les difficultés liées à la ponctualité, liées à tout ce qui est l'aspect accidentogène de certains rails. On a un réseau qui est parfois vétuste. Et donc, pour remettre à niveau et puis créer les conditions, encore une fois, d'un encouragement assez vif sur le transport de voyageurs et sur le transport de marchandises, il faut effectivement investir dans le réseau. Il faut investir dans le réseau. Investir dans le réseau, on va en parler dans un instant, puisque le patron de SNCF Réseau dit qu'on va investir massivement aussi de leur côté. Alors l'âge d'un rail est de plus de 30 ans, les caténaires du RERC sont de 80 ans, donc effectivement on comprend les difficultés, et la modernisation de la signalisation, explique le PDG, entre Paris et Lyon sur la ligne à grande vitesse, va permettre d'augmenter le nombre de rames de train de 13 à 16 rames de TGV par jour. Donc on voit bien le colossal chantier qu'il y a. L'accès au train aussi, c'est quelque chose d'important. L'accès aux gares, il y a des chantiers de rénovation. Je le disais, on est avec Hakim au 0826 300 300. Hakim, vous aviez un témoignage, vous aussi, à nous apporter. Oui, parce que je le prends à peu près tous les jours, moi, le train, entre le RER, et je prends le meilleur train du monde, moi, le RERD, ça me fonctionne jamais. Si vous voulez être en retard à un rendez-vous, écoutez, habitez côté nord de la ligne B du RER, je vous jure, vous ne serez jamais à l'heure. Si vraiment ça vous fait plaisir, faites-le. Écoutez, ça s'appelle pas le quart d'heure toulousain, mais ça s'appelle le quart d'heure du RERD, c'est ça. C'est la demi-heure de Seine-Saint-Denis, celle-là. C'est ça. C'est ça. Quelle est votre expérience du train ? Est-ce que vous comprenez ce succès, par exemple, cet été ? Beaucoup disent c'est lié à l'augmentation du prix, notamment des carburants. Bon, je peux l'entendre. Écoutez, moi, je conduis plus depuis que j'ai eu l'accident qui m'a fait perdre la vue, qui n'est pas un accident puisque c'était volontaire. J'ai pris une balle. Oui, je peux comprendre, mais franchement, quand vous voyez pas, encore, moi, je suis debout sur mes jambes. Je vais vous dire une chose, je suis debout sur mes jambes, je vais bien, je suis un grand costaud, tout va bien. Mais quand vous êtes handicapé moteur, vas-y, va prendre le train, quoi. Va prendre le train, déjà sans voir. Vous savez pas où sont les points d'accueil, où se trouvent les agents qui sont censés vous indiquer le bon train, la bonne voie. Vous le savez pas. Voilà, quand vous passez du métro au train, il n'y a personne pour vous renseigner. Personne. Et quand il y en a un, c'est un agent RATP, il n'a pas le droit de passer côté SNCF. Voilà. Donc, voilà. L'accessibilité au train, pour moi, ça va parce que je suis debout sur mes jambes. Mais quand vous êtes en fauteuil roulant, il y a des escaliers partout. Partout. Ils vous mettent pas dans le bon train, vous portez plainte contre la SNCF, vous êtes débouté automatiquement. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, moi, je veux bien. Mais le train, il va falloir le rendre accessible à tout le monde. À tout le monde. À celui qui peut marcher comme à celui qui ne peut pas marcher. Parce que ce que demandent les personnes handicapées qui ne peuvent pas marcher, c'est utile à une personne âgée, c'est utile à quelqu'un qui a une poussette, ou à quelqu'un qui a une grosse valise. Ou à vous, si vous vous cassez la jambe, ou je sais pas, vous faites une entorse à la cheville, vous avez besoin de marcher avec des béquilles, c'est utile. Voilà. Oui, donc plus de personnel en gare, sur les quais. Non, du personnel utile, parce que l'accueil, je vais juste vous dire, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez, vous allez prendre le train. Vous demandez, vous sollicitez le service Accès Plus, c'est ce qui vous permet d'être, entre guillemets, guidé jusqu'au train. J'aime bien les guillemets, je les garde. Si vous avez un imprévu 24 heures avant votre voyage, vous perdez votre billet parce qu'on exige de la personne handicapée de savoir 48 heures à l'avance ce qui va lui arriver ou pas. Voilà. Oui.
Ça, c'est un sujet d'accessibilité qui est toujours criant pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Hakim, pour ce témoignage, ce vécu que vous avez, notamment avec la partie transport du quotidien, le RER, de ce côté-là. On a beaucoup aussi parlé de cette absence de personnel en gare. On pense aux personnes âgées qui sont pas forcément super à l'aise pour acheter des billets avec leur téléphone ou sur un ordinateur. Il va falloir que là-dessus, la SNCF, l'État, les collectivités travaillent de concert pour améliorer ce point-là. Oui, il faut qu'il y ait une meilleure organisation. En fait, j'ai l'impression que dans les gares, il y a du personnel qui ne sert finalement pas à grand-chose. Là, votre auditeur parlait de l'accessibilité. Non, ça, on peut pas dire ça dans les gares. Si, moi, je le dis. Il y a votre auditeur qui parlait de l'accessibilité. Je pense qu'il faut aussi parler de l'accessibilité économique. Moi, je suis époustouflé quand je vois les prix pratiqués à la SNCF. Parfois, il est moins cher de prendre un avion Air France pour circuler en France que de prendre un train. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'adore l'Allemagne. Je vais souvent à Berlin. Pour le même trajet, parce qu'il y a des partenariats entre les trains allemands, la Deutsche Bahn et la SNCF, le même trajet, si je l'achète sur le site de la SNCF, un Paris-Berlin, j'en ai pour 250 €. Si je l'achète sur le site de la Deutsche Bahn, j'en ai pour 60 ou 70 €. Donc, alors que c'est les mêmes trajets, c'est le même train, c'est les mêmes conducteurs. Donc, ça pose quand même un petit problème. Et j'ai l'habitude de circuler en Europe. Encore cet été, j'ai pris des trains polonais de la PKP, j'ai pris les trains allemands de la Deutsche Bahn, j'ai pris les trains autrichiens ÖBB, j'ai pris les trains tchèques. Il n'y a pratiquement pas de retard, et à partir du moment où il y a un retard, on est informé. Il y a des agents qui viennent nous voir pour nous dire pourquoi il y a un retard, qu'est-ce qui ne va pas, combien de temps ça va prendre. Moi, j'ai été bloqué seulement 40 minutes dans un train à Cracovie. Il y a des agents qui sont venus nous apporter des bouteilles d'eau. Et quand ça arrive en France, on est informé de rien, on nous prend vraiment pour des idiots. Moi, j'ai connu une situation où je suis resté sur un rail de train, enfin dans un wagon en pleine chaleur pendant 3 heures. Il n'y a pas une seule fois où un personnel de la SNCF est venu finalement nous dire ce qui se passait ou nous apporter rien que de l'eau. Donc il y a un vrai problème de service en France. Et moi, je suis désolé, si les Français prennent le train, c'est pas parce qu'il y a une qualité de service autour du train, c'est parce que l'essence est de plus en plus chère et les Français ne peuvent plus faire autrement. Donc moi, je trouve que la SNCF, c'est quand même une entreprise de la honte qui nous coûte vraiment beaucoup, beaucoup cher, avec des trains en retard, avec un confort qui n'est pas là. Et donc moi, je ne suis pas du tout content du service ferroviaire en France. Donc constat sévère de la part de Kevin, qui aime le train. Yves, quand même, on aime le train. Moi, j'adore le train, mais c'est vrai que... Je suis fan de la SNCF. Voilà. Et succès cet été aussi, je vous le conseille, le train de nuit, ça remarche à nouveau, c'est top. Voilà. Moi, je suis fan de la SNCF, mais j'avoue que nous, qui sommes en province, eh bien, quand on veut traverser la France pour aller d'une province à l'autre, il n'y a pas de solution. Oui. Les transversales, c'est compliqué. Il faut monter à Paris à chaque fois. Et voilà, tout passe par Paris. Mais ça, c'est question d'investissement, c'est la dette publique, Yves. Non, c'est une question de mise en route de lignes transversales. Oui. En fait, en 2023, il y a une ouverture à la concurrence du fret voyageur, le fret ferroviaire. Pas le fret voyageur, les wagons voyageurs. Il y a une ouverture à la concurrence en 2023. Il y a un certain nombre de régions qui vont se lancer dans... Oui. On vous entend plus, Yves. Il y a un petit souci de connexion. On va essayer de la rétablir. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a bien compris parmi les débatteurs, effectivement, que Yves, vous souhaitiez, comme beaucoup d'ailleurs, le retour plus massivement de ces trains dits du quotidien. Allez, on va refermer ce dossier ferroviaire. On va ouvrir un autre sujet, celui de la réforme de l'allocation chômage. Partenaires sociaux retrouvent aujourd'hui le gouvernement pour entamer les discussions avec cette question. On va dire cette volonté du gouvernement de durcir les conditions de versement des allocations chômage en fonction de l'état du marché du travail. Est-ce une bonne idée? Est-ce le moment de la faire? Est-ce la priorité? On en parle avec vous également au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. En compagnie de Lucas Véran, étudiant adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine, Yves Damecourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Alors, on referme la page de la SNCF et on ouvre le dossier de la réforme de l'assurance chômage, puisque c'est un des dossiers qui est sur la table du gouvernement cette rentrée. Les négociations sur la réforme débutent aujourd'hui. Alors, si le gouvernement se dit ouvert à la discussion, eh bien, elle compte bien camper sur son idée, sa position de nouvelles règles de l'assurance chômage pour suivre l'état du marché du travail. Autrement dit, on l'a déjà expliqué ici, eh bien, dès que le marché du travail se détend, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup l'économie se porte bien, eh bien, on durcit les règles, et quand c'est l'inverse, eh bien, on aide un peu plus les demandeurs d'emploi. Alors, mauvaise nouvelle pour le gouvernement, les demandeurs d'emploi de catégorie 1 a légèrement augmenté au mois de juillet. Donc, on sent un petit ralentissement de ce côté-là, avec 20 300 demandeurs d'emploi en plus. C'est un contexte qui démarre, qui va poser en fait le débat avec le ministère du Travail et les syndicats qui sont reçus aujourd'hui. Alors, cette semaine, on a déjà parlé, certains autour de cette table disaient ça n'est absolument pas le moment d'ouvrir ce dossier comme celui de la réforme des retraites, il y a d'autres priorités. Quel est votre avis là-dessus, les uns et les autres? Je commence avec vous, Yves. Moi, je pense qu'il faut trouver des méthodes pour que tous les gens qui cherchent des employés les trouvent. On parlait tout à l'heure des chauffeurs de bus qui manquent pour emmener les enfants dans les écoles. Il y a des manques d'employés aussi dans tous les métiers de l'artisanat, dans le bâtiment, dans les métiers de bouche. On a des manques de personnel aussi dans les banques. Je discutais avec un directeur d'agence il n'y a pas très longtemps d'une banque parisienne. Eh bien, les gens viennent travailler un mois, puis ils repartent. On ne trouve pas de chargé de clientèle. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, il faut retrouver les moyens de créer l'émulation et la motivation pour le travail. Alors, je ne sais pas si la bonne méthode, c'est de durcir le versement des allocations chômage. Mais en fait, en France, on a à peu près 4 millions de personnes qui sont en âge de travailler et en capacité de travailler. C'est l'équivalent de la population de l'Autriche. Et le produit intérieur brut de l'Autriche, c'est 400 milliards d'euros. Et donc l'enjeu, c'est la croissance. C'est de créer un produit intérieur brut de 400 milliards d'euros grâce à la remise au travail de 4 millions de personnes. Et si on fait ça, on n'aura plus de problème de financement, ni de la dette, ni des retraites, ni des cotisations des uns et des autres. C'est un enjeu de croissance. Et c'est tout le contraire de la décroissance que prône un certain nombre de personnes. Donc il faut absolument... Et la dignité de l'homme, c'est quand même d'avoir un rôle dans la société. Et le travail, c'est le rôle par excellence. Kevin, parce que même on voit dans des métiers dits sécurisés, comme le métier d'enseignant, entre guillemets, on ne trouve pas non plus de candidats. Oui, donc est-ce que c'est simplement la question de l'offre et de la demande ? Non, c'est une question aussi d'attractivité, en effet, des métiers. Parce que quand vous êtes enseignant, forcément, vous avez un bac plus 5, vous passez un concours plus ou moins difficile et vous vous retrouvez transbahuté dans un endroit que vous ne connaissez pas, dans un endroit très difficile, pour 1 700 € par mois. Enfin, c'est compliqué d'attirer des gens dans ces conditions. Et puis même, les conditions d'exercice sont parfois compliquées. Quand vous êtes dans certains établissements où vous vous faites complètement bordéliser, je pense qu'on ne peut même plus parler de salaire. Je pense qu'on peut parler d'indemnité pour préjudice subi. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est quand même ça. Je pense qu'il faut en effet que les entreprises pensent aux évolutions salariales, pensent également à faire progresser leurs salariés. Quand je vois que la RATP est prête à payer 300 € leurs salariés pour qu'ils recrutent à sa place d'autres salariés, je me dis qu'il y a quand même un problème. Il y a d'un côté des gens qui cherchent des emplois et de l'autre des entreprises qui cherchent en effet des employés. Donc pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi il n'y a pas finalement d'équation? Et puis de manière générale, même si c'est un fait marginal, je crois qu'il y a aussi des gens qui se complaisent dans le chômage, qui se complaisent dans les minima sociaux, qui estiment que finalement il est plus facile de rester chez soi dans son canapé plutôt que de travailler. Et je pense qu'on ne valorise pas assez le travail. Il n'est pas normal que quelqu'un qui se lève tous les matins, qui fait des efforts, ne touche que 1 200 € par
par mois et que celui qui ne fait rien, qui est dans une situation de chômage avec toutes les aides cumulées, arrive globalement à la même somme par mois. Il faut repenser cela et c'est pour ça que je suis d'accord avec le gouvernement. À un moment donné, il faut en finir avec cette culture de l'assistanat et remettre les gens au travail. Voilà, tout simplement. Lucas Véran, vous êtes étudiant et les jeunes sont souvent en ce moment en train de s'interroger sur leur choix professionnel. Mais malgré tout, est-ce que c'est par ce biais-là qu'on va résoudre l'équation de tous ces postes vacants? Non, et je pense que d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'est pas l'objectif premier de cette réforme. L'objectif premier de cette réforme, c'est effectivement arriver à rationaliser un peu l'allocation de retour à l'emploi et plus généralement le système de l'assurance chômage. Il y a pour moi dans ce texte-là des mesures effectivement de bon sens comme la dégressivité en dessous de 57 ans au bout de 8 mois sur des très hauts salaires. Je pense que ça peut relativement faire consensus et que là, on évoquait justement tout à l'heure les différentes sources, gisements d'économies possibles. Il y en a certainement sur l'assurance chômage. Donc je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Cette réforme-là ne constituera pas un grand Big Bang en termes de correspondance entre les employeurs et les employés. Sur votre question précise, comment redonner un peu d'élan et comment essayer de permettre aux employeurs de résoudre cette difficulté des postes vacants. Effectivement, aujourd'hui, la jeunesse, elle se questionne. Vous avez vu ce mouvement outre-Atlantique de Great Demission, de Great Resignation, qui est devenu la grande démission en France. Effectivement, de plus en plus, et quel que soit le niveau d'études, même au niveau des cadres, des diplômés, il y a un problème de fidélité. Et ça, c'est aussi à la charge des employeurs de sans doute réfléchir aux conditions d'attractivité qui sont les leurs. Dans des secteurs qui, parfois, aujourd'hui ne donnent plus envie par les conditions de travail, il faut sans doute, je pense par exemple à tout ce qui est hôtellerie, restauration, ce sont des métiers objectivement durs et une grande partie de la jeunesse, lorsqu'elle a la possibilité de trouver d'autres choses, se réoriente et s'éloigne de ces professions-là. Or, c'est dommage parce que ce sont des métiers d'artisanat, des métiers de passion, des métiers qui font vivre aussi beaucoup à la fois nos éleveurs, nos agriculteurs, qui portent notre tourisme. Donc, il faut globalement avoir un peu une réflexion sur l'attractivité de ces métiers-là, parce que je ne pense pas que la situation se résolve d'un coup d'un seul en considérant qu'il faille remettre les jeunes au travail et que ça sera bon. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que dans la philosophie, on est plutôt dans une situation particulière de relance après le Covid? Tout le monde a cherché à retrouver ses salariés qui étaient partis sur d'autres formations, qui ont changé de vie, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement le marché de l'emploi a complètement changé, que on va dire le pouvoir a changé de camp. On peut jouer, un salarié aujourd'hui parfois peut faire jouer la concurrence. Alors qu'avant c'était l'inverse. Donc est-ce que c'est par l'allocation chômage que ça va l'inciter à effectivement retrouver un emploi plus vite? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit. Non, le salarié qui peut mettre en concurrence les employeurs, en général, il reste assez rarement longtemps au chômage parce qu'il a des compétences qu'il peut valoriser. Ce qui me permet d'aussi aborder un sujet qui, à mon cœur, est assez décisif, c'est la montée en compétences de tous les jeunes qu'on évoque sur des approches qui sont pas du tout préemptées aujourd'hui dans l'offre d'enseignement supérieur, dans le sens où une particularité française, et peut-être que Kevin pourra en témoigner, c'est qu'on est des génies pour inventer des armées mexicaines entières d'étudiants dans des filières telles que la sociologie. J'aime beaucoup la sociologie et l'analyse qu'elle peut apporter. Néanmoins, elle ne prédispose pas à l'exercice d'énormément de professions. Or, dans tous les secteurs qui sont aujourd'hui des gisements d'opportunités et croissance, comme la data, l'intelligence artificielle, bref, tous ces domaines-là, il faut mobiliser massivement notre enseignement supérieur pour que les offres d'emploi de demain, on les prépare aujourd'hui par nos formations. Et ça, c'est un vrai sujet parce que
de plus en plus, il y a des secteurs en tension, et on le voit, tous les employeurs pour vous le dire, en termes de développeurs, en termes de codeurs, c'est des compétences qui sont recherchées de partout. Et bien évidemment, si on ne prépare pas des jeunes à pouvoir occuper ces formations qui, par ailleurs, sont très bien rémunérées, eh ben, on va non seulement perdre des gisements d'opportunités en termes de valeur et de croissance, mais en plus, peut-être ne pas permettre à certains jeunes de trouver une vocation. Mais vous répondez pas à la philosophie de la réforme, c'est de dire, c'est de durcir les conditionnalisations quand le marché du travail va bien et inversement. Oui. Est-ce que dans la philosophie, c'est une bonne idée? Moi, à l'instant T, parce qu'un codeur, à l'instant T, le codeur, il n'est pas formé. Je comprends. Moi, je suis plutôt à l'aise avec cette réflexion-là, pour être tout à fait franc, même si, encore une fois, je pense qu'un chômeur, sauf cas particulier, et Kevin les évoquait, l'immense majorité des chômeurs ne sont pas au chômage par envie de gagner du temps ou par confort. Je pense que globalement, il y a quand même cette volonté partagée des Français, et comme le disait Yves, la dignité, elle s'acquiert par le travail, de trouver une activité professionnelle, créatrice de valeur, rémunératrice. Durcir les conditions d'accès, parce qu'effectivement, il y a une disponibilité d'emploi très massive, ça je suis d'accord. Il n'est pas normal qu'à un moment, au bout d'un certain temps, finalement, des candidats aient le loisir de continuellement rejeter les offres disponibles au motif que cela ne correspondrait pas parfaitement à ses attentes. Ça, je suis assez d'accord. N'oublions pas quand même que la dernière réforme date de son entrée en vigueur de décembre 2021 et qu'elle a déjà rallongé le temps de travail nécessaire pour être éligible à l'allocation chômage, de 4 mois. Il faut avoir travaillé 6 mois de travail sur les 24 derniers mois contre 4 mois précédemment. Donc c'est déjà une réforme qui a profondément bouleversé les conditions d'accès à tout ça. Yves, on vous a pas entendu sur cette corrélation entre, on se dit, tiens, quand le marché du travail va bien, on fait en sorte que les gens retrouvent plus vite du travail, donc on les incite, et puis on les aide un peu plus quand ça va moins bien sur le plan économique. Yves, est-ce qu'il nous entend? Non, alors Yves... je vous entends plus. Ah, ça y est, on vous entend, Yves. Ça y est, on vous entend. Super, on vous a retrouvé. En fait, aujourd'hui, il y a des tas de choses qui se passent. On n'est plus dans un modèle que nous, on a connu à notre génération, où l'objectif, c'était d'avoir un contrat à durée indéterminée, et dès qu'on l'avait, on s'orientait et on restait quelques années, voire toute une carrière dans une entreprise. Aujourd'hui, la génération qui aujourd'hui cherche du travail, d'abord, il y a des jeunes qui refusent le contrat à durée indéterminée. Je discutais avec un employeur la semaine dernière, il avait recruté quelqu'un, etc. Elle convenait au poste recherché. Et elle lui dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas un contrat à durée indéterminée. Moi, je préfère les CDD, voire même faire des pauses pour faire d'autres choses, ou même pour faire un tour du monde, etc. Donc, on est dans une génération qui zappe, et elle zappe pour le travail, elle zappe pour plein de sujets. Ensuite, il y a des jeunes aussi qui veulent donner un sens à leur vie. L'exemple d'un avocat qui a cessé son métier d'avocat pour devenir boucher. L'exemple d'un universitaire qui a cessé son métier d'universitaire pour devenir charpentier. Et quand on les interroge, ils disent nous, ce qu'on veut, c'est donner du sens à notre vie. Et au moins, quand on est dans une boucherie, on sait ce qu'on fait, on a des clients en face, etc. Aujourd'hui, il y a des tas de métiers qui n'ont plus de sens. Et donc, il faut arriver à redonner une légitimité à ces métiers et trouver une façon de faire qu'ils attirent de nouveau des gens. Donc oui, aujourd'hui, il y a plus d'offres que de on a un petit demande. Donc, il est logique que les allocations chômage s'adaptent. Aussi, en fonction du marché, encore faut-il savoir à quel degré on considère qu'il y a une situation économique qui bouge. Voilà, tout ça, ça va rentrer dans les discussions et visiblement du côté des partenaires sociaux, du côté des syndicats de salariés, on n'est pas trop d'accord avec cette idée-là. D'autant ce que je disais tout à l'heure, c'est que la dernière réforme vient juste d'entrer en vigueur, donc on a encore assez peu de recul sur les effets. Allez, on s'arrête puisqu'il est bientôt midi moins le quart. Dans un instant, on va ouvrir
ouvrir le dossier de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie hier et le président français et son homologue algérien qui ont annoncé la création d'une commission d'historiens franco-algériens sur l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Est-ce une bonne idée? On va en parler aussi avec vous. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et on est en compagnie de nos 3 débatteurs du jour. Lucas Véran, étudiant adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Et Yves Damecourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Alors, on en vient donc à ce dernier sujet, cette visite à Alger d'Emmanuel Macron et qui, lors d'une conférence de presse commune avec le président Tebboune, le président de la République algérienne, eh bien, ont annoncé la création d'une commission d'historiens franco-algériens pour parler et pour évoquer et pour surtout faire des recherches sur la colonisation et la guerre d'Algérie dans les archives. Alors, l'objectif, c'est de refonder les liens entre les deux pays. Nous avons un passé commun qui est complexe et douloureux, a dit Emmanuel Macron lors de cette visite. Une décision saluée d'ailleurs par Alger. Il était temps, alors je m'adresse à vous, professeur d'histoire, Kevin, de mettre autour de la table ces historiens franco-algériens pour revoir et pas revoir, mais en tous les cas voir ce dossier de commun de colonisation et guerre d'Algérie. Non, mais les historiens n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour travailler sur ces questions. Il y a des débats historiques au sein de la communauté des historiens et je ne vois pas ce que le président de la République il n'a pas à se mêler de ça. Moi, ce qui me choque finalement dans tout ça, c'est l'utilisation de l'histoire à des fins politiciennes. Moi, je suis désolé, je regarde ce que fait Emmanuel Macron sur la question mémorielle depuis 2017, je ne comprends absolument rien. Alors d'un côté, il va nous dire en décembre 2017 sur le sol algérien que la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques temps après, lorsqu'il se fait interpeller par un Algérien qui lui dit que la France doit reconnaître les méfaits de la colonisation, Emmanuel Macron lui raconte « Qu'est-ce que vous me racontez? Vous n'avez pas vécu cette période ». J'aimerais bien qu'il y ait une ligne directrice. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est à l'étranger, Emmanuel Macron se soumet. Quand vous avez un ministre algérien qui raconte que la France est l'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie, moi, ça me pose un peu problème. Il n'y a eu aucune réaction. Quand vous avez l'Algérie qui refuse de reprendre les compatriotes qui commettent des méfaits en France parce qu'ils ne veulent pas faire exécuter les OQTF, moi, ça me pose problème. Et à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se soumettre à l'Algérie. Ce pays ne s'est pas développé. L'Algérie a plus besoin de la France que la France a besoin de l'Algérie. Et à un moment, il faut être ferme avec ce pays. Moi, je suis désolé. Moi, j'en ai marre, en effet, de cette repentance perpétuelle. Si les Algériens qui vivent en France ne sont pas contents de la France, puisqu'ils passent leur temps à critiquer la France, mais qu'ils rentrent en Algérie à un moment, il faut un peu de fermeté et arrêter de regarder l'histoire, arrêter de regarder le passé et regarder vers l'avenir. C'est ça dont nous avons besoin. Voilà l'avis de Kevin Bossuet sur ce dossier-là, que tout le monde ne partage pas forcément, avec un président français donc, qui veut ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales. Et quand on lit les papiers qui sont écrits aussi aujourd'hui sur cette visite du président français, vous dites l'Algérie a plus besoin de la France que la France de l'Algérie. Je pense que sur le dossier du gaz, la question est peut-être un petit peu différente, n'est-ce pas? Il n'y a que le gaz, donc forcément, les hydrocarbures, c'est 95% des exportations. Que les Italiens ont été les premiers au début de la guerre en Ukraine. Enfin, ce pays est un pays sous-développé. Il n'a pas su s'organiser après la décolonisation. C'est tout, c'est un fait. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de tout mélanger par rapport à ces sujets-là, et on essaye d'avancer sur cette question. Est-ce que cette notion d'avancer, de regarder un passé commun, mais pour regarder devant, parce que quand on lit des papiers qui sont traités par nos confrères algériens, qui sont tout à fait très sérieux, ils disent que cette visite du président français n'a pas la même sensibilité que nous on a avec le dossier algérien. Alors Yves Damecourt. Oui, moi je pense que en fait le président Macron est allé en Algérie pour chercher du gaz, et que tout ça c'est une mise en scène. Parce qu'en fait, quand on regarde bien depuis qu'il est élu, il est allé combien de fois en Algérie, il a fait toutes les gaffes dont a parlé Kevin Bossuet. Aujourd'hui, il va chercher du gaz. Et il va passer 3 jours. L'objectif derrière tout ça, c'est de ramener du gaz. Alors, c'est un petit peu dommage parce qu'en France, on a 30 ans de réserve de gaz. Et donc, je ne comprends pas. Avant d'aller les trouver et de les avoir dans nos gazinières, il va se passer un petit peu de temps. Donc, il faut répondre à l'urgence du moment, non ?
Oui, peut-être, mais en fait, quand on négocie, c'est bien aussi d'être fort chez soi. Et donc aujourd'hui, en Moselle, le gaz de charbon, il est très facile à exploiter. Et au lieu d'avoir, je vous rappelle que Emmanuel Macron, avec Nicolas Hulot, en 2018, a fait voter une loi pour interdire l'exploitation des gisements d'hydrocarbures en France. Et donc tout ça, il faudrait aujourd'hui commencer par casser ça. Et quand on est fort chez soi, on est plus fort pour négocier à l'extérieur. Pour le reste, depuis qu'il est élu, il est allé X fois en Algérie. Ça n'a pas donné grand-chose. À chaque fois, il a fait des gaffes. Donc, tantôt, il satisfait les Algériens, tantôt, il les vexe. Et plus on va en Algérie, plus on se brouille avec le Maroc. Et moi, aujourd'hui, je pense que c'est avec le Maroc qu'on devrait tisser des liens plus forts. Lucas. Non, je partage un peu ce qui a été dit par Yves. Je doute en fait du motif officiel de la visite qui est tourné vers l'avenir, les startups, la jeunesse et des secteurs nouveaux. La réalité, effectivement, c'est qu'avec une réserve de gaz de près de 2400 mètres cubes, l'Algérie est réellement une ressource très forte et représente déjà 8% des importations françaises. L'Italie n'a pas attendu, je vous le dis, je vous le répète, elle a signé la première un contrat avec eux pour avoir du gaz cet hiver, dès le début de l'offensive en Ukraine. Voilà. Et vous avez eu raison de le rappeler, effectivement, l'Algérie a déjà des relations très privilégiées avec l'Italie et même avec l'Espagne. Ils ont des gazoducs consacrés. Et donc la difficulté de la France, effectivement, c'est de se disputer les miettes restantes de ce qui... mais sauf que, effectivement, les ressources sont limitées. Donc bien évidemment, déjà, premier élément d'étonnement, pourquoi le sujet n'est pas directement préempté, pourquoi on fait mine d'inventer des prétextes divers et variés. Et deuxième sujet, la réalité, vous avez vu les propos de François Bayrou qui nous promet un monde de sang et de larmes. Et vous avez vu même les propos du président de la République sur les difficultés énergétiques que nous traversons cet hiver. Bien sûr qu'il va falloir affronter ce contexte-là et il n'y a pas lieu de minorer le problème que ça va représenter. Mais malheureusement, je doute effectivement que l'Algérie puisse être la solution à tout ce problème. En tous les cas, c'est une question qui se pose. Il y a 3 jours de visite. On verra les résultats à l'issue de ce déplacement. Merci à tous les 3, Lucas Véran, Kevin Bossuet, Yves Damecourt. Et dans quelques instants, on va retrouver après l'info de la mi-journée Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie. Bonjour ma chère Christine. Vous allez nous manquer d'abord. Oh c'est gentil. Bon, mais on vous rappellera à chaque fois quand vous serez du côté de Toulouse où vous êtes correspondante dans toute l'Occitanie d'ailleurs. Exactement. Quoi qu'il en soit, ma chère Christine, dans quelques instants, juste après les informations de midi, sommes-nous passés à côté d'un grave accident nucléaire à la centrale de Zaporijia en Ukraine? On va demander à Jacques Repussard, notre invité, ancien patron de l'IRSN et aujourd'hui président de l'Institut pour la maîtrise des risques. On va parler d'un autre risque, celui du coronavirus. Est-il vraiment derrière nous? Les tests sont en chute libre, mais les médecins vous diront de continuer à faire attention. Nous allons enfin faire ce débat sur le train. On va y revenir. Vous en avez parlé, ma chère Christine, des cheminots et aussi des usagers qui nous diront pourquoi 2022 est devenu l'année du retour du train. Voilà le programme. Voilà, la SNCF a réussi à nous faire préférer le train. Ben oui, presque. Par défaut ou presque. Mais c'est vrai, la voiture coûte cher. En plus, pour nous empêcher de la garer dans les centres-villes, on n'a pas trop le choix. Non, c'est super moyen de locomotion. En tous les cas. Allez, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Je vous le disais, donc à partir de lundi, nouveaux horaires pour la rentrée de Sud Radio avec Patrick Roger, Valérie Expert dès 9h, avec Gilles Gansman et puis Jean-Jacques Bourdin de 10h30 à midi et demi. Parlons vrai chez Bourdin. Exactement, et parlons vrai aussi chez André Berkoff à partir de midi et demi. André Berkoff qui reviendra, ainsi que Brigitte Lahaye, Trina et Philippe David. Et Cécile de Ménibus. Le soir, dans les vraies voix. Le duo du soir. Yvan Cuchous, que j'allais oublier. Voilà, bonne rentrée à tous. En attendant, dans un instant, l'info. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très bientôt. Et soyez toujours fidèles à Sud Radio. Parlons vrai.